Chers maîtres, chers confrères, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui ce cours sur l'érythrocytographie rétrograde et mictionnelle chez l'enfant. Pour ce faire et après une brève introduction, nous allons faire un rappel anatomique du bas appareil urinaire et ensuite détailler la technique et le déroulement de l'examen. Nous nous intéressons ensuite aux principales pathologies retrouvées avant de conclure. L'urétrocystographie est une technique d'opacification radiologique directe des voies urinaires basses. Elle permet à la fois une exploration de la morphologie et la dynamique de la vessie, de l'urètre et la jonction urétéro-vésicale. Pour le rappel anatomique, on commence par la vessie qui est un organe musculomembraneux intermédiaire aux uretères et à l'urètre, et dans laquelle l'urine sécrétée de façon continue par les reins s'accumule et se joint dans l'intervalle d'émixtion. Elle est située dans la loge vésicale dans la partie ventrale du petit bassin, en arrière de la symphyse pubienne. Elle a une position plus haute chez l'enfant, quasiment entièrement abdominale à la naissance et descend progressivement avec l'âge. Chez l'adulte, quand elle est vide, elle est aplatie et située entièrement dans la cavité pelvienne, appliquée sur la face postérieure de la symphyse pubienne et sur la partie antéro-supérieure du plancher pelvien. Quand elle est distendue, elle est de forme ovoïde et faussée dans l'abdomen. La vessie est périforme et comprend un corps globuleux ovoïde à l'état de réplèsement et aplati à l'état de vacuité. Elle présente une face supérieure, deux faces inférolatérales, un apex antérieur, un fundus postérieur et un col, se continuant par l'urètre. La vessie contenue dans une loge fibreuse contient trois orifices, deux angles, un bord postérieur et des bords latéraux. L'orifice urétral est antérieur et médian au niveau du col de la vessie, entouré d'un bourrelet dû à la présence du sphincter interne. Les orifices des uretères sont latéraux en forme de fente. Les trois orifices sont situés aux angles d'un triangle, le triangle de Lyoto. Le bord du triangle entre les deux orifices urétéraux est un bourrelet soulevé par la présence d'un faisceau musculaire, le muscle interurétéral. La partie située en arrière du bourrelet interurétéral, c'est le bas-fond ou arrière-fond de la vessie. Le bord postérieur de la vessie dessine une courbe à concavité postérieure se moulant sur la saillie du rectum. Il présente la limite du cul-de-sac de Douglas. Les bords latéraux de la vessie sont épais, convexes, longés par l'artère ombilicale. L'angle antérieur de la vessie ou sommet se continue à la manière d'un entonnoir avec l'ouraque. L'angle inférieur ou le col vésical est presque circulaire, échancré en arrière se projette à mi-hauteur en arrière de la symphyse. L'urtère constitue avec les calices, le bassinet, la vessie et l'urètre les voies d'excrétion des urines. C'est un segment du canal excréteur du rein, s'étend du bassinet à la vessie. L'urtère est tendue sur une longueur de 30 cm en moyenne, depuis le niveau de la première vertèbre lombaire jusqu'à la face postérieure de la vessie au niveau du bassin. Elle a une longueur de 25 à 30 cm et s'est divisée en 4 segments topographiques en rapport avec les régions qu'il traverse, pour s'aboucher à la vessie: lombaire, iliaque, pelvien et intramural. L'urtère présente 3 ans de rétrécissement physiologique. À son origine, on regarde du croisement des faisceaux iliaques et à sa partie terminale intravésicale. L'urètre est un conduit musculomembraneux destiné à l'excrétion des urines. C'est le canal excréteur de la vessie. Le trajet de l'urètre masculin permet de lui distinguer 3 portions. La portion membraneuse, elle naît en arrière de l'apex prostatique et décrit une légère courbure antérieure avant de pénétrer la face supérieure du bulbe du pénis. La portion spongieuse suit l'axe du corps spongieux et présente une courbure concave en arrière, dont le sommet prépubien siège entre la racine et le corps du pénis. La partie prostatique présente sur sa paroi postérieure le verumontanum, qui est une saillie allongée verticalement de forme elliptique. Son extrémité supérieure se bifurque en deux replie les freins du verumontanum. À la partie la plus saillante des verrues s'ouvre l'étrucule prostatique, qui est un organe vestigial en fente sagittale. C'est un petit diverticule en cul-de-sac aplati transversalement, correspond à l'extrémité du canal de Muller. Les canaux éjaculateurs dont les orifices sont placés de part et d'autre de l'orifice de l'étrécule. La partie membraneuse est entourée par l'aponévrose moyenne du périnée et par le muscle du sphincter strié de l'urètre. En arrière et au-dessus des extrémités latérales du bulbe de l'urètre se trouvent les glandes bulbo-urétrales de Cooper. La partie spongieuse présente à l'état de vacuité des plis longitudinaux. Au niveau du sinus bulbaire se trouve l'ostium des glandes bulbo-urétrales. Parsemé de nombreuses dépressions, les lacunes urétrales, dans lesquelles s'ouvrent les glandes urétrales. Au niveau du gland, l'urètre se dilate pour former la fosse naviculaire. Elle présente au niveau de sa paroi antérieure la vulve de la fosse naviculaire. L'urètre masculin a une longueur totale de 15 à 20 cm. Le calibre est de 7 à 12 mm présentant 3 dilatations. La fosse naviculaire située dans le glande, le sinus bulbaire localisé dans le bulbe du pénis et le sinus prostatique qui est situé dans la prostate. Elle a la plus grande compliance et présente le réservoir du sperme au cours du premier stade de l'éjaculation.
L'urètre commence du col de la vessie et se termine au niveau de l'extrémité de la verge. Il présente deux courbures lorsque le pénis est flaccide. L'urètre présente un trajet en S inversé avec deux courbures. Une dorsale et concave en crânienne et ventrale qui correspond à la jonction entre l'urètre membraneux et spongieux, et une ventrale et concave en caudale et dorsale. L'urètre féminin, c'est un conduit exclusivement urinaire situé entre la symphyse pubienne et le vagin. Il s'étend du col vésical à la vulve. Il a un trajet oblique en bas et en avant légèrement concave en avant. Il forme avec la base vésicale l'angle urétro-vésical postérieur. Il s'ouvre par l'ostium externe de l'urètre. On lui décrit deux parties, une partie pelvienne entre le col et les muscles élévateurs de l'anus. À sa partie supérieure se trouvent les sphincters lisses et striés séparés du vagin par le septum vésico-vaginal. Et une partie périnéale entre le muscle élévateur et la vulve. Chez l'enfant, l'urétrocystographie sera réalisée devant des infections urinaires répétées pour rechercher l'existence d'un reflux vésico-urétéral, devant une dysurie, devant une dilatation des voies urinaires objectivées souvent en échographie, à la découverte d'une anomalie des voies urinaires pendant la grossesse à la recherche des malformations congénitales, à la recherche de malformations acquises notamment post-traumatiques post-infectieuses, et devant une incontinence urinaire où elle est souvent associée à un bilan aérodynamique qui va apprécier l'état fonctionnel des muscles du périnée et des sphincters. L'urétrocystographie présente des contre-indications absolues, notamment l'infection urinaire, et relative en cas d'allergie aux produits de contraste iodés. Ensuite, nous allons voir les étapes à suivre pour préparer l'enfant à l'examen. Au moment de la prise du rendez-vous, il est impératif d'informer les parents et l'enfant sur le déroulement de l'examen, de faire un interrogatoire complet, de réaliser un ECBU pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection urinaire. Aucune préparation particulière n'est nécessaire, notamment pas de jeûne, mais il faut une évacuation de la vessie et l'ampoule rectale. Pas de produits radio-opaques dans les jours précédant l'examen pour éviter les artefacts. Une ambiance calme et détendue lors de la réalisation de l'examen est nécessaire. Concernant la position du malade, l'idéal serait le profil strict qui déroule au mieux tous les segments de l'urètre. Mais en pratique, on réalise une incidence oblique, l'enfant étant placé en décubitus, ce qui assure une bonne stabilité du malade et de la verge. La position de la verge doit être horizontalisée pour éviter un centrage trop bas et déroulée pour supprimer tout risque de torsion ou angulation. Le personnel médical commence par placer une sonde urinaire de manière stérile après avoir nettoyé le média urinaire. Une fois le patient allongé sur la table d'imagerie, le produit opaque à base d'iode est introduit par la sonde. Il s'agit d'un remplissage rétrograde. Le produit de contraste utilisé est un produit iodé et doit être dilué dans des sérums salés. Des clichés radiographiques de l'urètre et de la vessie sont effectués pendant le remplissage de la vessie jusqu'à ce que le patient ressente un besoin d'uriner. Vient ensuite la deuxième phase, dite mictionnelle. On demande au patient d'uriner dans un récipient tout en restant sur la table d'imagerie et des radiographies successives sont effectuées. La prise des clichés comporte un cliché sans préparation après évacuation vésicale pour l'étude d'opacité anormale en projection pelvienne. Au cours du remplissage, deux clichés sont étudiés. L'un en début de remplissage permettant l'étude du contenu vésical et l'autre en réplétion pour étudier la morphologie globale de la paroi vésicale. Un cliché en début de miction, un cliché en pleine miction, un cliché en fin de miction et un cliché post-mictionnel. Le cliché initial sans préparation réalisé après vidange vésicale doit montrer la zone de projection de l'ensemble de l'appareil urinaire, des aires rénales à la région vésicale et prostatique. On notera les éventuelles calcifications ou anomalies osseuses. On réalise ensuite un cliché de face au début de remplissage vésical et à la fin on retrouve un cliché de vessie pleine de bonne capacité. 3 clichés mictionnels sont pris au début, au milieu et vers la fin de la miction. Réalisés de face chez la fille et oblique chez le garçon. Dans une incidence 3/4 très accentuée presque de profil, sous l'interruption du jet, ces clichés intéressent la vessie et l'ensemble de l'urètre ainsi que les aires rénales. Le cliché post-mictionnel de face termine l'examen. Le résidus post-mictionnel est sans valeur chez l'enfant. Les complications de l'urétrocystographie rétrograde et mictionnelle sont exceptionnelles. À type d'infection urinaire induite, la dysurie lors des procédures par voie rétrograde, la rétention d'urine et les urétroragies. L'aspect normal correspond à une vessie à contour régulier, homogène, un col vésical en forme de V, les différents segments de l'urètre homogène de contour régulier, le cliché permictionnel en profil urétral est le plus informatif sur l'urètre. Pour l'interprétation, il faut interpréter l'ASP à la recherche de calcification ou autre, ensuite étudier la vessie, ses contours, sa capacité et sa paroi, rechercher des images d'addition, diverticules ou de soustraction aux polypes, rechercher un reflux vésico-urétéral, étudier le col vésical et le remplissage de l'urètre, sa morphologie, la présence de dilatation ou de sténose, et enfin chercher un résidu sur les clichés post-mictionnels qui est sans valeur chez l'enfant.
Passons aux aspects pathologiques. Le reflux vésico-urétéral est l'uropathie malformative la plus fréquente chez l'enfant et qui se définit par le passage à contre-courant d'urine vésicale vers le parenchyme rénal, souvent révélé par des infections urinaires à répétition. On distingue le reflux primaire congénital, qui est soit lié à une insuffisance structurelle de la paroi urétérale, surtout au niveau de sa portion intramuqueuse, soit un défaut de point d'ancrage. Et le reflux secondaire acquis suite à une dilatation et qui est en rapport avec un obstacle sous-vésical. L'UCG permet de préciser le type de reflux, passif ou actif, le caractère intermittent ou constant, uni ou bilatéral, qui sont autant d'éléments pronostiques, et le grade. Le grade 1, le reflux remonte dans les uretères mais n'atteint pas de rein. Le grade 2, le reflux arrive au rein mais pas de dilatation. Le grade 3, dilatation légère à modérée des uretères et du bassinet. Le grade 4 correspond à une dilatation modérée des uretères, du bassinet et des calices, avec un aspect concave au bout avec disparition des empreintes des papilles. Le grade 5, une dilatation sévère des uretères, du bassinet et des calices avec un uretère tortueux. On peut même retrouver un reflux intrarénal. Les valves de l'urètre postérieur sont des replis membraneux congénitaux obstructifs qui représentent la principale cause d'obstruction rénale bilatérale et de dysurie chez l'enfant et le nourrisson. Ils représentent l'uropathie obstructive la plus grave et l'étiologie la plus fréquente est l'obstruction sous-vésicale chez le garçon. L'UCG trouve une disparité de calibre entre l'urètre postérieur et l'urètre antérieur avec un arrêt en cupule. La vessie est dilatée avec une paroi irrégulière et diverticulaire. Le col vésical est saillant associé à une hypertrophie de la lèvre postérieure. L'aspect typique sur les clichés mixtionnels est une dilatation très marquée avec parfois ballonnement de l'urètre prostatique dont la limite inférieure au niveau de l'obstacle est convexe vers le bas. Le col vésical peut être effacé ou au contraire saillant, voire rétréci en cas d'hypertrophie marquée de l'utrésor. Les formes sévères découvertes chez le petit enfant s'accompagnent d'un aspect de vessie de lutte, voire un retentissement sur le haut appareil à type d'urétérohydronéphrose bilatérale, souvent associé à un reflux secondaire. Ici, il s'agit d'une cystographie objectivant des valves de l'urètre postérieur. Cette cystographie objective des valves de l'urètre postérieur avec une hypertrophie de la lèvre postérieure du col. Les valves de l'urètre postérieur sont souvent associées à un reflux uni ou bilatéral important. Cette cystographie objective un reflux vésico-urétéral bilatéral grade 5 chez un nourrisson porteur des valves de l'urètre postérieur. Il s'agit d'une cystographie objectivant une vessie de lutte diverticulaire chez un petit garçon sur valve l'urètre postérieur avec reflux vésico-urétéral unilatéral. Les diverticules vésicaux correspondent à des hernies de la muqueuse vésicale au travers de l'utrésor. La paroi du diverticule n'est ainsi formée que de l'uréthélium reposant sur le chorion. La déhiscence musculaire à l'origine du diverticule est soit congénitale, soit dégénérative. Les diverticules sont soit congénitales, soit dégénératives. Les diverticules font l'objet de deux grandes complications par voie intriquée, le défaut de vidange responsable d'infection, de lithiate et des signes fonctionnels du bas appareil urinaire, et le développement d'une tumeur uréthéliale dans la cavité diverticulaire. Les signes radiographiques des diverticules vésicaux peuvent être des signes directs ou indirects. Ils réalisent ainsi classiquement des images d'addition sphérique reliées à la lumière vésicale par le collet et peuvent aussi se traduire par un roulement urétéral. La cystographie précise le nombre, la taille, la topographie, la qualité de la vidange des diverticules, le diagnostic d'un éventuel reflux vésico-urétéral associé et l'évaluation de la perméabilité de la filière cervico-urétrale, ainsi que du retentissement vésical, urétéral ou rénal d'un éventuel obstacle. Ici, on a des incidents de face et de profil, objectivant un aspect de vessie de lutte diverticulaire chez un nourrisson porteur des valves de l'urètre postérieur. Passons au sténose de l'urètre qui est la réduction plus ou moins étendue du calibre du canal urétral constituant un obstacle à l'écoulement normal des urines. Les étiologies des sténoses urétrales sont nombreuses, dominées par celles scléro-inflammatoires qui représentent la première cause du rétrécissement urétral. L'UCG permet de reconnaître la sténose et de préciser son siège et son étendue. Cette cystographie objective une sténose de l'urètre bulbaire. Ici, on note un rétrécissement de l'urètre bulbomembraneux. La duplication piélo-urétérale correspond à un dédoublement de la voie excrétrice d'une unité rénale, dont la majeure partie, qu'elle soit totale ou partielle, ne se complique pas. Parfois, elle se complique et se transforme en uropathie. L'urétérocèle est la complication la plus fréquente. On parle de duplication totale si les deux uretères homolatéraux sont indépendants jusqu'à la vessie, s'abouchant chacun par un orifice distinct. Duplication partielle ou bifidité si les deux uretères homolatéraux se rejoignent en un uretère commun avant d'arriver à la vessie. L'orifice vésical est dans ce cas unique. On note ici une duplicité piélo-urétérale avec reflux vésico-rénal.
Le cliché à gauche objective une duplicité incomplète, le reflux opacifié un uretère distal unique, deux uretères fins et les deux pieds longs correspondant à l'étage rénal. À droite, on a une duplicité complète avec opacification du sel pied long inférieur. Il est important de dépiter les duplicités complètes sur le cliché cystographique. La multiplicité urétérale est une pathologie rare et difficile à mettre en évidence. Il faut y penser devant un aspect urographique inhabituel qui amène à compléter l'imagerie et à réaliser une endoscopie préopératoire. Ici, on a une cystographie montrant un reflux dans le 3 uretère gauche. L'urétérocèle est une neuropathie malformative rare caractérisée par une dilatation pseudokystique de l'extrémité terminale sous-muqueuse de l'urtère. Dans 90%, cette malformation est associée à une duplicité urétérale complète avec urétérohydronéphrose. La classification proposée par Brézière est la plus utilisée, comporte 4 types d'urétérocèles, chacun d'entre eux ayant des lésions bien spécifiques et relativement schématiques. A correspond les urétérocèles sur urtère simple, B urétérocèles sur duplication totale à développement intravésical, C urétérocèles sur duplication totale à développement extravésical et D urétérocèles compliquant un urtère à abouchement ectopique. La cystographie apporte des renseignements extrêmement précieux, mais elle n'est pas exploitée au mieux. Il faut utiliser un produit de contraste qui n'est pas trop dense, faire des clichés en début de remplissage et surtout des clichés de profil. L'image de l'urétérocèle est en règle superposable à celle obtenue à l'aérographie. Néanmoins, elle est parfois mieux vue en début de remplissage lorsque la vessie est pleine, car dans ce cas, l'urétérocèle peut être aplati par la pression intravésicale. Les causes d'erreur sont l'image lacunaire intravésicale peut disparaître sous l'effet de l'hyperpression ou même se retourner en doigt de gant évoquant un diverticule. La bulle kystique est rapidement noyée dans le liquide de contraste lorsque les clichés ne sont pas pris au tout début de l'injection. Ici, on a un aspect montrant une image de diverticule intravésical en rapport avec un urétérocèle. À gauche, on a un aspect d'urétérocèle isolé et à droite, on a une image de cystographie objectivant une image lacunaire avec reflux vésico-urétéral bilatéral. L'urographie intraveineuse est un examen fondamental qui fournit des éléments de valeur dans l'approche du diagnostic et l'évolution du pronostic. Dans le cas de l'urétérocèle sur duplication à développement extravésical, on retrouve deux signes. Une lacune vésicale correspondant à l'urétérocèle non opacifié cerné par une urine opaque vésicale provenant des autres urtères. En cas d'opacification, on aura une image opaque, régulière, sphérique en tête de cobra. Un aspect de masse sur du pôle supérieur d'un rein en rapport avec la distension obstructive du pied long correspondant à l'urétérocèle. Pour conclure, l'urétrocystographie est un examen courant surtout en radiopédiatrie. Son interprétation nécessite une bonne connaissance du technique et des aspects anatomiques du bas appareil urinaire. Elle est utile dans la détection des pathologies malformatives, notamment le reflux vésico-urétéral, mais il note une diminution de son utilité au profit des autres examens radiologiques endoscopiques. Merci pour votre attention.